Né Napoléon François-Charles Joseph Bonaparte le 20 mars 1811, Napoléon II était un prince impérial de la maison Bonaparte. Titré roi de Rome et seul héritier direct de Napoléon Ier, empereur des Français, né de sa seconde épouse, l'archiduchesse Marie-Louise. Après l'exil et la mort de son père, l'enfant fut élevé dans l'idée puissante de faire renaître le grand empire français, mais sa vie fut entourée et restreinte pour maintenir la paix établie au Congrès de Vienne. Le grand amour de Napoléon Bonaparte fut Joséphine Beauharnais. Son second mariage avec Marie-Louise d'Autriche n'est rien d'autre qu'un stratagème pour obtenir l'héritier que Joséphine ne peut lui donner. L'empereur eut un fils, Alexandre, en 1810 de sa liaison avec la comtesse polonaise Marie Waleska. Mais il fut enregistré comme le fils du mari de la comtesse. Il était également pratique pour l'héritier impérial d'être lié à une puissante maison royale. Ainsi, après avoir divorcé de Joséphine, l'empereur choisit comme épouse l'archiduchesse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche François Ier. La France s'opposait au remariage de Napoléon, et une fois de plus, une reine autrichienne serait rejetée, et le peuple avait des raisons différentes de rejeter l'union. Le clergé français n'approuvait pas le divorce de l'empereur. Pour les républicains, Marie-Louise ne pouvait être que la nièce de l'Autrichienne Marie-Antoinette, la reine haïe et guillotinée. Les monarchistes voyaient d'un mauvais œil un mariage qui conférait une légitimité dynastique à la famille Bonaparte. Quant aux proches de l'empereur, ils affirmaient être des partisans résolus de Joséphine. Mais Napoléon était satisfait de son mariage, car il cherchait depuis longtemps à se faire accepter parmi les grandes maisons dynastiques européennes, et Marie-Louise était son tremplin. Le 20 mars 1811, le premier enfant du couple naquit aux Tuileries et l'hésitation disparut. Napoléon eut enfin un héritier. Le Sénat français attribua au nouveau-né le titre de roi de Rome, princesse de Venise, s'il avait été question d'une fille. Ce titre s'ajoute à celui de prince impérial dans le cadre de la constitution napoléonienne. Le garçon pesait 4 kilos à la naissance et sa mère avait beaucoup souffert pour le mettre au monde. Une pléthore d'infirmières, de précepteurs et d'instructeurs militaires veillent à son éducation. Malgré le protocole strict de la cour autrichienne, il n'y recevra pas une telle attention. En Autriche, le garçon aura plus de contact avec ses parents. Marie-Louise écrit à sa mère « Je suis sûre que j'aurais pu être beaucoup plus tendre avec mon fils à Vienne ». En mai 1812, lorsque l'empereur lança la campagne de Russie, Marie-Louise le rejoignit à Dresde, mais l'enfant resta à Paris. C'est la première étape de l'échec de l'Empire. Paris fut pris en mars 1814, quelques mois après la défaite française de Leipzig. En avril, Napoléon fut renversé par le Sénat et, sur les conseils de ses maréchaux, abdiqua en faveur de son fils. Le jeune Napoléon vit son père pour la dernière fois le 24 janvier 1814. Il était alors âgé de moins de 3 ans. Le roi de Rome devint Napoléon II, titre éphémère puisque 8 jours plus tard, le traité de Fontainebleau était signé entre Napoléon et les représentants des 3 monarchies de la Sainte Alliance, Autriche, Russie et Prusse. Lorsque Napoléon fut écrasé à Waterloo, la coalition alliée des vainqueurs rejeta le règne du jeune Bonaparte. Mais pas avant que celui-ci ne porte officiellement le titre d'empereur Napoléon II, entre le 22 juin et le 7 juillet 1815, ce qui en fait l'un des règnes les plus brefs de l'histoire. Lors de la première abdication, Napoléon abandonna la souveraineté de ses domaines à lui-même et à sa famille, tandis que Marie-Louise se vit attribuer les duchés italiens de Parme, Plaisance et Guastalla, dont le roi de Rome héritera plus tard. Une semaine plus tard, l'ancien empereur partit pour l'île d'Elbe. Il ne reverra plus jamais son fils. Quelques mois plus tard, Napoléon avait écrit à son frère Joseph qu'il préférait voir son fils mort plutôt que de devenir prince autrichien. Néanmoins, lorsque le père partit en exil, il obligea sa femme à écrire une lettre à François Ier d'Autriche pour lui demander de la protéger, elle et leur fils. Heureusement, François Ier ne refusa pas de les aider. Marie-Louise et l'enfant partirent pour Vienne. Aussitôt, sur l'ordre du chancelier Metternich, une opération minutieuse est lancée qui, comme le craignait son père, vise à faire de Napoléon II un archiduc viennois. On commença par lui faire abandonner son prénom pour le rebaptiser François ou Franz, comme son grand-père, et au bout de 7 ans, on lui donna le titre de duc de Reichstadt, afin d'éviter toute allusion à son statut antérieur de prince impérial français. Sa mère ne se trouvait pas non plus à ses côtés à cette époque, en 1818. Le Congrès de Vienne accorda à Marie-Louise la propriété des duchés italiens concédés à Fontainebleau. À l'insu de son fils, elle fonda une famille avec son amant autrichien, le comte von Neipperg, et se rendit rarement à Vienne. Napoléon II ne vit Marie-Louise que 4 fois,
depuis son départ pour Parme jusqu'en juin 1826. Même pendant le bref sommeil impérial des 100 jours, lorsque Napoléon d'Elbe revint en France, Marie-Louise n'envisagea jamais l'option d'un retour à Paris. Napoléon fut ensuite vaincu à Waterloo et exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il mourut en 1821. Le duc de Reichstadt grandit pratiquement orphelin de son père et de sa mère, dont la présence se limite à des lettres. Sa solitude fut compensée par la prédilection particulière de son grand-père François Ier. L'empereur autrichien dut faire face à des menaces d'enlèvement ou d'assassinat. On raconte que Napoléon offrirait une somme considérable à quiconque lui amènerait son fils. Les Autrichiens craignent que les serviteurs français de l'enfant ne le déguisent en fille. Il a de belles boucles blondes et ne l'emmène. En attendant, les absolutistes français déclarent qu'une corde doit être tenue prête pour l'enfant. Ils offrent une récompense substantielle à quiconque l'assassinera. Le garçon ne ressemblait en rien à son père, mais le jeune Napoléon était perçu par les puissances alliées comme un ennemi potentiel pour l'Europe de la Restauration, car il pouvait raviver le rêve de l'Empire napoléonien. Il devait être contrôlé, surveillé et réprimé, ce dont se chargea le chancelier Metternich. Napoléon II devint le symbole des libertés arrachées par l'absolutisme en France. De nombreux auteurs affirment que le zèle napoléonien qui a conduit au Second Empire trouve son origine dans la légende entourant le duc de Reichstadt en France. Franz ne fut pas élevé dans la haine de son père, mais on lui apprit à le considérer comme un riche soldat qui dévasta l'Europe et ruinait son pays. Franz était naturellement curieux de connaître Napoléon, mais on ne lui a donné que peu de détails sur la carrière de son père jusqu'à la mort de Napoléon en 1821. Néanmoins, même à un âge précoce, Franz réussit à rassembler une quantité considérable d'informations. Un jour, selon les récits, un commandant militaire autrichien en visite cita 3 personnes illustres comme étant les plus grands chefs militaires de l'époque. Le jeune Franz écoutait attentivement, puis il fit une entrée fracassante. « J'en connais un 4e que vous n'avez pas cité. »« Et qui est-ce » demanda le général. « Mon père » s'écria Franz avant de s'enfuir. La révolution libérale de 1830 aurait pu être une formidable occasion pour Napoléon II de réaliser les ambitions de nombreux bonapartistes. Cependant, la tuberculose avait déjà terrassé le jeune archiduc qui, par ailleurs, n'a jamais fait état d'un éventuel retour en France. En tout état de cause, c'est Louis-Philippe d'Orléans qui montera sur le trône. Bien que solitaire, Franz était loin d'être démuni. La famille impériale autrichienne, dont François et sa 4e épouse Carolina Augusta, l'aimaient beaucoup et le traitaient comme un fils. À l'heure des repas, Franz était assis à côté de l'empereur. Il lui rendait souvent visite dans son bureau privé. Il veillait à ce que le garçon reçoive une éducation de premier ordre sous la direction de son gouverneur Maurice Dietrichstein. Bien qu'il ne fût pas l'élève le plus assidu, Franz était intelligent, curieux, fougueux et, de l'avis général, charmant quand il le voulait. Dietrichstein écrivit « Rien n'est plus séduisant que son visage et son bavardage lorsqu'il veut plaire ». François se rapprocha beaucoup de la princesse Sophie de Bavière, épouse de son oncle François-Charles. Son fils aîné François-Joseph devint empereur d'Autriche et son second fils, Maximilien, empereur du Mexique. Le bruit courut qu'ils avaient eu une liaison et que Maximilien était le fils de François, bien que cela soit peu probable. Dès son plus jeune âge, Franz souhaitait devenir soldat. Dès qu'il en eut l'âge, il poursuivit une carrière militaire. Celle-ci fut malheureusement interrompue lorsque Franz tomba malade de ce qui s'avéra être la tuberculose. L'effroyable détérioration physique d'un garçon de 19 ans a rapidement mis en branle le moulin à rumeurs et il a été considéré comme une nouvelle victime des manigances de Metternich dans les cercles libéraux français. Le soupçon d'empoisonnement fut confirmé des années plus tard par plusieurs auteurs, mais la science médicale actuelle le réfute. Au printemps 1832, le duc de Reichstadt fut à nouveau frappé par ce qui semblait être un rhume persistant. L'évolution rapide de la maladie, une tuberculose galopante, fit que le jeune homme n'avait plus que la peau sur les os au début du mois de mai et qu'il pouvait à peine se lever. Bien que l'hypothèse d'un empoisonnement fût écartée, Metternich fut tenu pour responsable de la précipitation des événements. Pendant plusieurs années, Marie-Louise insista pour que son fils se rende en Italie, convaincu que la douceur du climat méditerranéen renforcerait ses poumons fragiles. Mais le chancelier refusa toujours. Il craignait ce qui pourrait arriver si Napoléon II franchissait la frontière autrichienne. Pour sa défense, on peut avancer que Metternich n'a peut-être pas oublié les mots écrits par son éternel ennemi Napoléon avant sa mort. « Mon fils doit penser à venger ma mort en exil, mais il doit aussi en profiter. Qu'il dirige ses efforts vers le règne, qu'il fasse fructifier tout ce que j'ai semé. »
Napoléon a dû sentir que Metternich était prêt à tout pour préserver son idéal de monarchie absolue. Le 22 juillet 1832, le duc de Reichstadt mourut à Vienne. Mais Napoléon II, le fils de l'aigle impérial, a continué à battre des ailes de nombreuses années plus tard. Non seulement dans ses aspirations bonapartistes, mais aussi sur scène et dans la littérature. Au cours de ces derniers jours, il aurait déclaré « Dois-je mettre fin à une vie inutile et sans nom à un âge aussi précoce ? Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. » Le jeune Napoléon II ne réalisa pas le rêve bonapartiste de restaurer l'Empire français, sa vie se réduisit à un semi-emprisonnement à Vienne. Ce ne sera que quelques années plus tard que son cousin Charles-Louis Napoléon établira le Second Empire français sous le nom de Napoléon III. Les cendres de Napoléon II furent déposées dans la crypte impériale autrichienne de l'église des Capucins de Vienne jusqu'au 15 décembre 1940, date à laquelle elles furent transportées aux Invalides par Adolf Hitler. Afin d'expier une faute historique, Hitler ordonna l'ouverture de la crypte des Capucins de Vienne, la collecte des restes du fils de Napoléon et leur transport à Paris pour qu'il repose, avec ceux de son père, sous le dôme de l'ancien hôpital militaire des Invalides. La cérémonie ne ressemblait en rien à celle qui avait eu lieu 100 ans plus tôt, lorsque les restes de Napoléon Bonaparte avaient été déposés dans son dernier tombeau. Tel fut le destin malheureux de Napoléon II. Il ne fut plus que l'ombre de son puissant père. Face à l'aigle impérial, comme on appelait le premier Bonaparte, il ne pouvait être que l'aigle, un surnom posthume.